Bonjour à tous, je suis Romain Gallet, je travaille en cardiologie interventionnelle à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et je vais vous parler des stratégies de revascularisation chez les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche. Juste un peu d'épidémiologie. L'incidence cardiaque, c'est 1,5 million de patients en France, 25 millions dans le monde, et on a toujours une mortalité qui est relativement élevée parce que même dans les études les plus récentes, on reste autour de 30 à 40% de mortalité à 5 ans. La principale cause de dysfonction ventriculaire gauche, c'est la cardiopathie ischémique. On a plus de 60% des dysfonctions ventriculaires gauche qui sont d'origine ischémique. Et ces patients qui ont une insuffisance cardiaque d'origine ischémique ont un pronostic qui est un peu plus sombre que les patients qui ont une CMD non ischémique, puisqu'on a une mortalité à 5 ans qui est à 10% plus élevée que les patients non ischémiques. Et c'est des patients qui sont souvent multitronculaires avec des sténoses un peu diffuses, une atteinte un peu diffuse du réseau coronaire et qu'on a parfois du mal à traiter parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. La première question pour ces patients-là, c'est est-ce qu'il y a une indication ou non de les revasculariser? Ça n'a pas été très clair pendant de nombreuses années jusqu'à récemment. Et on avait 3 options thérapeutiques qui étaient le traitement médical optimal, la revascularisation chirurgicale par dépontage ou la revascularisation par angioplastie. L'étude qui a permis de répondre à cette question de la revascularisation des patients avec une dysfonction ventriculaire gauche, c'est l'étude STITCH, qui avait randomisé 1200 patients, 600 dans chaque groupe, contre traitement médical optimal ou traitement médical optimal avec pontage, chez des patients qui avaient 35% de FE et une atteinte coronaire pluritronculaire accessible au traitement chirurgical. C'est des patients qui étaient assez graves, puisqu'ils avaient 28% de fraction d'éjection en moyenne, avec 60% de tritronculaire et 70% de lésions de l'IVA proximale. Les résultats de cette étude, ils sont sortis initialement en 2011, je crois. On était un peu déçus, parce que si l'étude était positive sur le critère secondaire qui était hospitalisation et décès, le critère principal qui était décès toute cause était négatif à 5 ans, avec un petit p qui était proche de la significativité, puisqu'on était à 0,1, et des courbes qui semblaient s'écarter à partir de 2 ans de suivi, mais une analyse qui était négative sur ce suivi-là. Le suivi a été prolongé et on a eu récemment, il y a quelques années, les résultats à 10 ans, où cette fois, il n'y a plus tellement de doute sur le fait que la revascularisation chirurgicale améliore ces patients, puisque après un suivi d'un peu plus de 10 ans, on avait une diminution significative du nombre de décès chez les patients qui avaient été revascularisés par pontage, comparativement au traitement médical. Et ça, c'était valable également pour le décès toute cause et pour le critère combiné qu'associait décès et hospitalisation. Donc, à la suite des résultats de cette étude, les guidelines de l'ESC ont dit que oui, il faut revasculariser ces patients et que la revascularisation chirurgicale, pour l'instant on parle juste de chirurgie, améliore la survie de ces patients qui présentent une dysfonction ventriculaire gauche d'origine ischémique. La deuxième question qui va se poser chez ces patients-là, qu'on discute assez régulièrement au staff, c'est est-ce qu'il faut se limiter aux patients viables? La viabilité, pour rappel, c'est une dysfonction myocardique chronique qui est susceptible de s'améliorer une fois qu'on aura restauré la perfusion coronaire. C'est théoriquement une définition qui est a posteriori, puisqu'on sait que les patients étaient vraiment viables une fois qu'ils ont récupéré une fonction myocardique, mais on a plusieurs examens d'imagerie non invasive qui permettraient éventuellement d'identifier cette viabilité. Jusqu'à récemment encore, on avait essentiellement des données rétrospectives sur la viabilité, avec une grande méta-analyse qui date du début des années 2000, qui est une étude rétrospective, qui avait comme biais d'avoir des définitions très différentes de la viabilité en fonction des études, et qui suggérait qu'il y avait, qu'il y avait possiblement une amélioration du pronostic chez les patients viables, c'est-à-dire que si on revascularisait les patients viables, ils avaient un meilleur pronostic que si on les traitait médicalement, et qu'il n'y avait pas de différence chez les patients non viables. De la même façon, quand on le prenait dans l'autre sens, les patients revascularisés viables avaient plutôt un meilleur pronostic que les patients non viables. Encore une fois, c'était une méta-analyse d'études très différentes, un peu rétrospectives, et les études prospectives derrière n'ont pas confirmé ces données-là, puisqu'on a 2 études de suivi prospectif. La première, qui était une vraie étude randomisée, avec une stratégie basée sur une recherche de viabilité au PET et une stratégie basée sur le traitement standard chez les patients qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche d'origine ischémique. Et on voyait que les courbes étaient grossièrement superposables avec peut-être une petite divergence de courbes à la fin, avec comme limite de cette étude que le traitement qui avait été appliqué chez ces patients n'était pas du tout ce qui avait été décidé au départ. Tout ça, c'est les revascularisations. L'idée de départ était de ne pas revasculariser
des patients qui n'étaient pas viables et de revasculariser les patients viables. On voit que les patients viables, on n'a que 60% qui avaient été revascularisés. Et ici, l'adhérence au traitement qui avait été recommandé par la recherche de viabilité dans le groupe viabilité était assez mauvaise, puisque quasiment un patient sur deux qui avait une viabilité qu'ils avaient appelée modérée n'avait pas le traitement qui était recommandé. Donc c'était un peu difficile de tirer une conclusion de cette étude-là. Ce qu'on a d'un peu plus épais comme données maintenant, c'est la sous-analyse de l'étude Stitch que je vous ai présentée précédemment, où ils ont comparé dans cette grande étude les patients qui étaient viables et les patients qui n'étaient pas viables. Ils n'étaient pas randomisés du tout en fonction de la viabilité, c'est juste sur le suivi de ces patients qui avaient été randomisés angioplastie contre pontage, on a regardé s'il y avait une différence entre les patients non viables et les patients viables. Et on voit que, quel que soit le statut viable ou non viable, les courbes ne changeaient pas, elles s'écartaient ici un peu plus peut-être pour les patients viables, mais il y avait plus de malades. Et quand on regardait les analyses en sous-groupe, il n'y avait pas de différence chez les patients viables et chez les patients non viables. La deuxième chose, c'est qu'on voit que l'amélioration chez ces patients était pas liée au pourcentage de récupération de la fraction d'éjection. On voyait que, comme attendu, les patients qui étaient viables, qu'ils soient traités médicalement ou par pontage, avaient une amélioration de fraction d'éjection significativement supérieure aux patients qui n'étaient pas viables. Mais quand on regardait le pronostic des patients revascularisés chirurgicalement et qui avaient ou non une amélioration de fraction d'éjection, vous voyez que, quelle que soit l'amélioration de fraction d'éjection, il y a, je ne sais plus lesquelles couleurs et quelles couleurs, mais ça ne change pas grand-chose. Les rouges, c'est ceux qui s'améliorent, les jaunes, c'est ceux qui ne s'améliorent pas. Et le pronostic de ces patients à 10 ans est exactement comparable qu'on ait ou non une amélioration de fraction d'éjection. Donc le bénéfice du traitement par pontage qu'on a dans ces études n'est pas lié à l'amélioration de fraction d'éjection. Et l'hypothèse la plus probable, c'est que ce soit lié à la diminution des arythmies létales, notamment des troubles de rythme ventriculaires liés aux zones viables et nécrosées et à l'hétérogénéité de perfusion chez ces patients-là, qui est rétablie quand on rétablit un flux sanguin normal. Donc, est-ce qu'on doit se limiter aux patients viables? La réponse est plutôt non. C'est à nuancer en fonction du type de patient, du type de fraction d'éjection, etc. Mais dans les études randomisées larges, la présence d'une viabilité n'est pas associée au pronostic de ces patients-là. La dernière question qu'on vient de se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'angioplastie? Pour l'instant, il y a très peu d'études sur l'angioplastie chez les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche. Dans les grandes études d'angioplastie contre le pontage, que ce soit Syntax, Freedom, il y a moins de 1 ou 2% de patients qui ont une vraie dysfonction ventriculaire gauche. Et donc les résultats de ces études ne peuvent pas être appliqués bêtement aux patients qui ont moins de 35% de fraction d'éjection. Dans les études un peu plus anciennes, type Barry 2D, il y avait un peu plus de patients qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche, mais quand on poule tous ces patients-là, on a moins de 500 patients qui ont été randomisés angioplastie contre pontage avec une dysfonction ventriculaire gauche. Et donc les seules choses qu'on a pour l'instant, c'est des registres. Les registres, comme c'est une question qui se pose depuis longtemps, il y en a plein, qui disent un peu tout et son contraire. Il y a quelques registres qui disent que le pontage fait nettement mieux que l'angioplastie chez ces patients-là. Il y a des registres, notamment les registres ou très anciens ou très récents, qui disent que, quand on regarde, il n'y a pas tellement de différence sur les dernières générations de stents. Donc le rationnel de l'angioplastie pour certains patients, c'est en premier lieu la dysfonction, la mortalité post-opératoire précoce de la chirurgie cardiaque chez les patients qui ont une grosse dysfonction ventriculaire gauche. On voit sur ces études, qui sont deux études différentes, que plus les patients ont une altération importante de la fraction ventriculaire gauche, plus la mortalité à 30 jours du pontage va être importante, avec des taux de mortalité qui varient entre 4-5% à 30 jours, jusqu'à 10 ou 20% sur des études un peu plus anciennes, avec des patients qui sont plus atteints. Le problème qui s'associe à ça, c'est que ces patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche, ils ont souvent en plus une dysfonction ventriculaire droite. Et la dysfonction ventriculaire droite, elle est très étroitement associée au mauvais pronostic post-opératoire. Et donc chez ces patients qui ont une dysfonction biventriculaire, nous on discute régulièrement en staff, de savoir s'ils ne sont pas trop graves et trop malades pour supporter une CEC et un pontage. Et donc on est souvent un peu embêté de devoir revasculariser ces patients par la technique chirurgicale. Le deuxième rationnel qui plaiderait un peu pour faire de l'angioplastie chez ces patients, c'est les pourrais de l'angioplastie. On ne voit pas très bien sur cette diapositive, c'est juste l'évolution des types de stents. Et entre les stents qui ont été utilisés dans les études Syntax et Freedom et les stents qu'on a utilisés dans les études plus récentes, on a grossièrement divisé par 3 l'incidence de la resténose intrastent et on a également divisé par 2 le taux de thrombose intrastent de ces stents-là.
Pour imaginer ça un petit peu mieux, ça c'est une méta-analyse qui a comparé toutes les études de stent, et grossièrement, à chaque fois qu'on compare un nouveau stent au stent précédent, c'est un peu caricaturé, mais le stent qu'on teste est supérieur au stent qu'on utilisait précédemment. C'est à la limite de toutes les études de randomisées de stent qui sont avec des critères qui ne sont pas forcément simples, mais on a l'impression qu'on améliore franchement la technologie des stents, et à ceci s'associe l'amélioration des traitements anti-agrégants plaquettaires, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de thrombose de stent et d'infarctus sur stent qu'on avait précédemment. Ces progrès techniques, ils ont été montrés dans quelques études. Quand on compare les études qu'on a actuellement avec les stents actuels aux études précédentes, on voit que par exemple, quand on prend Syntax 2, qui est avec des stents actifs de dernière génération, on a une amélioration, un pronostic qui est nettement supérieur avec les stents de nouvelle génération, qui se rapprocherait du coup du pronostic qu'on avait avec le pontage dans l'étude Syntax, en sachant que les chirurgiens ont aussi amélioré les techniques de pontage, et que si on faisait une étude actuellement, je ne suis pas sûr qu'on aurait ces courbes-là. Les autres études récentes qu'on a en angioplastie contre stent, c'est les études d'angioplastie du tronc commun, avec des résultats à 5 ans qui ont été publiés récemment, qui sont un peu débattus en ce moment. Mais en tout cas, sur les premières années de suivi, sur les critères durs, décès, infarctus, mortalité, on n'a pas de différence. Et sur la mortalité à 5 ans de cette autre étude, on n'a également pas de différence, en sachant que ça ne prend pas en compte la revascularisation, qui sera toujours plus importante avec l'angioplastie qu'avec la chirurgie. Au total, pour l'angioplastie, il n'y a pour l'instant aucune étude randomisée. Et donc actuellement, elle est indiquée en cas de risque opératoire majeur, c'est-à-dire les patients chez qui on sait, on est presque sûr que le pontage va mal se passer, et chez qui on a une possibilité par angioplastie de faire une revascularisation complète, qui est un facteur pronostic majeur d'amélioration de ces patients-là. Il y a quelques études à venir qui peuvent éventuellement répondre à la question. Il y a une étude anglaise qui compare l'angioplastie au traitement médical, qui est en train de recruter actuellement, avec un critère principal qui est insuffisance cardiaque et décès. Et nous, on a déposé un projet qu'on espère être financé, d'études d'angioplastie contre le pontage chez ces patients qui ont moins de 35% de fraction d'éjection, dans lequel on espérerait mettre un peu plus de 1000 patients. En conclusion, la revascularisation chirurgicale améliore le pronostic des patients insuffisants cardiaques pluritronculaires. Pour l'instant, les données qu'on a disent que cette amélioration est indépendante de la présence ou non d'une viabilité, ce qui doit être nuancé notamment pour les patients avec des très grosses dysfonctions ventriculaires gauches. Le fait qu'ils soient viables nous encourage parfois à aller les ponter quand même parce qu'on pense qu'ils vont récupérer un peu plus. Et l'angioplastie est actuellement limitée aux patients à très haut risque chirurgical, chez qui on a une anatomie qui va permettre une revascularisation complète. Je vous remercie. Donc en pratique, il ne faut plus opérer les malades alors qui ont une dysfonction VG. Comment ? En pratique, il faut opérer les malades pour l'instant. Non, je pense que la discussion est intéressante parce qu'en fait, c'est vrai que jusqu'à présent, on disait qu'il fallait opérer ces malades. Mais il y a tout le problème d'effectivement la surmortalité parce que c'est des malades à haut risque quand même. Donc en pratique, c'est vrai que souvent, bon, les techniques quand même de cardioplégie sont extrêmement améliorées maintenant par rapport à il y a longtemps. Hein. Notamment avec la cardioplégie au sang, donc les dysfonctions ventriculaires. C'est plus le post-opératoire en réanimation, c'est pas la technique chirurgicale, elle est la même, mais c'est plutôt effectivement le problème des patients qui ont des grosses dysfonctions VG, qu'on ponte, et en fait c'est le problème de la CEC qui altère la fraction d'éjection pendant 48 heures. Donc c'est souvent ça, alors que vous n'avez pas ça. Non, ça marche pas. Mais j'ai beaucoup aimé votre présentation. Moi, je suis chirurgien cardiaque. Miguel de Souza, que j'ai présenté tout à l'heure. Je suis chirurgien à Lisbonne. Mais on a travaillé ensemble avec Thierry dans le temps, à Paris. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, vous avez été très, très honnête dans la présentation et en fait, c'est vrai que il n'y a aucune étude qui a comparé angioplastie avec traitement médical et que donc on pense que l'angioplastie va baser sur l'étude Stitch à 10 ans qui, entre parenthèses, il a fallu attendre 10 ans et donc c'est juste pour vous dire que on peut pas donner des conclusions quand on voit des études randomisées au bout de 3 ans parce que même 5 ans c'est court et l'étude Stitch n'a montré une différence qu'à 10 ans. Mais en effet, comme vous avez donné dans votre dernière slide, actuellement, vous faites l'angioplastie pour les malades et c'est bien parce que c'est les malades d'anatomie favorable et pour lesquels vous êtes
presque sûr d'avoir une anatomie, une revascularisation complète, ce qui est très très important. Ma question est savoir, ces malades sont compliqués pour tous, pour les chirurgiens et pour vous, cardiologues d'intervention, et parfois on a besoin d'un appui de support mécanique et on doit être prêt pour appuyer ces malades soit dans le post-op, soit même pendant l'angioplastie avec une ECMO, avec une IPEL ou des choses comme ça. Et c'est ça que je voudrais un petit peu apporter ici, parce que c'est toujours une question de risque versus bénéfice. Et quelque chose qu'on croyait que c'était intuitif, c'est-à-dire la viabilité. Avant, on se disait non, on va les opérer que s'il y a du myocarde viable. Malgré les limitations que vous avez soulignées, qu'il s'agit d'un sous-groupe qui n'a pas été randomisé, malgré tout, ça allait contre ce qu'on pensait intuitivement, qui serait logique, c'est-à-dire les malades qui ont du myocarde viable vont bénéficier plus que les autres. Eh ben non. Question concernant la viabilité pour les occlusions chroniques. Parce que vous avez parlé de l'angioplastie en général, sur une occlusion chronique, donc est-ce que la viabilité à ce moment-là a plus de poids? Pour l'instant, Sachant les difficultés. Il y a pas c'est encore une fois, il n'y a pas d'études qui ont montré que, il n'y a pas d'études qui montraient que de rouvrir d'études randomisées qui montraient que de rouvrir une occlusion chronique améliorait autre chose que les symptômes. C'est-à-dire pour l'instant, la seule chose dont on est sûr sur une occlusion chronique, c'est que quand on la rouvre, les patients ont plutôt moins mal. Chez les patients angineux, du coup, c'est encore une fois du bénéfice-risque, c'est-à-dire des occlusions, des patients qui ont des grosses dysfonctions VG, qui ne seront pas opérés, qui ont des occlusions chroniques qui sont simples à rouvrir, on va plutôt aller les rouvrir. Quand le risque procédural de l'occlusion chronique est très important, avec une viabilité très faible chez un patient qui n'a pas tellement de symptômes, on ne va pas tellement y aller. Mais encore une fois, comme il n'y a pas d'études qui montrent que ça, en termes de pronostic, c'est un peu comme la chirurgie. Si c'est très compliqué, que le myocarde est très altéré, qu'on pense qu'il y a très forte chance que ça se passe mal, il faut qu'on soit sûr qu'il y a un très gros bénéfice, ce qui n'est pas évident pour l'instant. En fait c'est surtout la facilité technique qui vous joue dit, énormément. voilà. Ouais. Je voudrais ajouter une chose aussi. Après, sortie de l'étude Stitch, moi aussi je suis chirurgien cardiaque aussi, donc on a subi beaucoup de patients qui arrivaient des cardiologues pour dire qu'on n'a pas besoin de viabilité, aller opérer le patient. Et à la pitié, on a recours à aide, assistance comme ECMO, Impella facilement. Mais même avec tout ça, on avait des patients qui restaient un mois sous ECMO, Impella, on n'arrivait jamais à s'en sortir. On écrivait dans la liste de transplantation si ils étaient éligibles ou parfois ils étaient trop âgés pour faire ça. Donc, on était obligé de limiter le thérapeutique. Donc, on a décidé de mettre en pratique d'autres choses. Ça veut dire que c'est vrai que chercher viabilité pour le pronostic à long terme, ça sert à rien. Mais par contre, on fait un test de glutamine, comme les racks serrés qui sont bas, pour voir est-ce que cette patient va passer le cap de post-opératoire immédiat ou pas. S'il reste en réserve sur le 2-glutamine, on opère. Et d'habitude, avec l'équipement Impella, ça passe le cap immédiat post-opératoire qui a un surmortalité assez important sur ce patient-là. Et après, on peut bénéficier de résultats à long terme sur les patients qui n'ont pas de myocarde viable. Mais je ne pense pas qu'on peut donner cette take-home message qui est aller opérer tous les patients qui ont fraction d'éjection basse. Non, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je disais que la viabilité, on s'en sert de temps en temps justement pour ces patients très graves chez qui on pense que ça va, il y a une possibilité qu'ils restent un mois en réanimation. En fait, pour cette Mais nous, on pensée... a plutôt tendance, ces patients-là, à les orienter vers l'angioplastie. C'est-à-dire quand on pense qu'ils vont faire un mois de réanimation, intubé, ventilé, etc., on se dit que la resténose intrastent ou un infarctus périprocédural ou des choses comme ça sont des événements qui sont tolérables avec l'angioplastie comparés à faire un mois de réanimation intubé ventilé. En fait, je veux dire, pour objectiver cette pensée, que ce ne sera pas subjectif, juste, on peut faire le test de glutamine. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on utilise et ça fonctionne vraiment. Ouais, après, on n'a pas fait l'étude. Hein. C'est ça. On va faire pour voir vraiment ça va aider ou pas. Mais en pratique, ça nous a aidé. Parce qu'au début, on avait beaucoup de surmortalité. Après, je pense que ce qui est important, ce que vous disiez au départ et qu'on fait nous assez régulièrement, c'est que ces patients-là, notamment les plus graves, il faut décider avant de ce qu'on va faire si ça se passe mal. C'est-à-dire que ces patients qui ont 15% de fraction d'éjection, qu'on décide finalement d'opérer, nous, on décide au staff, si ça se passe mal, est-ce qu'on met l'ECMO, est-ce qu'on met en bris en pré-greffe, parfois on fait même les bilans pré-greffe avant de les opérer, parce qu'une fois qu'ils ont 15 jours de réanimation, c'est trop tard, pas trop tard, mais on perd 15 jours à se poser la question.
Ok, juste peut-être une dernière petite question. Tu as regardé dans les études les plus anciennes là, d'indications chirurgicales, études CAS et tout ça. Le groupe qui tirait quand même le plus de bénéfices toujours de la revascularisation chirurgicale, c'était ce groupe des tritronculaires avec dysfonction VG. Ouais. Ça, on est d'accord sur les études dès le départ. C'est d'ailleurs le seul groupe dans lequel on arrive à montrer un bénéfice réel de la revascularisation. Donc ça reste vraiment le groupe quand même cible de la revascularisation, jusqu'à maintenant plutôt chirurgicale, mais que... L'autre petite question qui interroge quand même, après on est obligé d'enchaîner sinon on va être trop tard, c'est, ça par contre c'est nouveau, comme l'a dit Miguel de Souza, le côté contre-intuitif de l'absence d'intérêt ou de valeur pronostique de la viabilité, donc ça c'est toujours un surprise. Et l'autre chose qui sort de Stitch aussi, c'est l'amélioration la non-corrélation entre l'amélioration de la fraction d'éjection et le pronostic des patients. Ça aussi c'est totalement contre-intuitif, j'allais dire, c'est que on s'attendait tous à ce que l'amélioration du pronostic soit liée à cette fraction d'éjection. Or finalement, ils meurent peu de ça, manifestement, ils doivent mourir davantage, comme tu l'as dit, probablement d'arythmie et de choses comme ça. Donc je pense qu'effectivement, la prise en charge de l'aspect rythmique de ces patients avec dysfonction sévère, la grande amélioration du pronostic, c'est la défibrillation, c'est le défibrillateur implantable, je pense. Bon, je pense qu'on en rediscutera de tout ça dans le reste de la session. Merci beaucoup, Romain. Et on va